la question que nous posons, peut-on négocier avec le Hamas? Mais peut-on négocier directement avec le Hamas? Dit comme ça semble inenvisageable. Après les atrocités. Et puis le Hamas est une organisation terroriste. Mais on a entendu hier sur ce plateau que c'était inévitable et qu'on n'aurait pas le choix. Alors je vous propose sur cette question d'accueillir l'un de ceux qui, en France, connaît le mieux cette organisation, le Hamas. Il s'agit de Gilles Kepel. Merci Gilles Kepel d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure. Ça fait des années et des années que vous suivez ce genre d'organisation. Je pense que depuis sa fondation en 1987, sa création, vous avez suivi le Hamas. Je rappelle que vous êtes parfaitement arabophone. Donc vous lisez les textes originaux, vous lisez la presse arabe. Vous avez tout suivi de ce sujet. Et c'est cette question qu'on veut vous poser ce soir. Réécoutons Agnès Levallois. Voilà ce qu'elle disait hier. La solution militaire, on n'y arrivera pas. On a essayé. À chaque fois, le Hamas en sort renforcé. Oui, Israël devra négocier avec le Hamas. Écoutons. Il faut négocier, mais ça a été déjà le cas. Israël a déjà négocié avec le Hamas. On va choisir des interlocuteurs et laissons ceux qui ont déjà négocié. L'Égypte, depuis des années, négocie avec le Hamas, avec l'accord des Israéliens, parce que c'est la seule solution. Donc je ne dis pas qu'il faut négocier aujourd'hui avec le responsable de la branche militaire. Évidemment, d'ailleurs, lui, j'imagine, n'en veut absolument pas. Mais il faut trouver des espaces, et des espaces peuvent exister avec des personnes qui sont en lien permettant de faire quelque chose. Voilà, c'était donc hier, ici même. Vous connaissez parfaitement la nature du Hamas. Vous l'avez longuement étudié. Est-ce que le Hamas peut être un interlocuteur? Ainsi que mon ancienne étudiante Agnès Levallois, dont je vous me donnais de commenter les propos. Oui, j'ai rencontré d'ailleurs plusieurs fois des dirigeants du Hamas. Autrefois, je suis allé plusieurs fois à Gaza. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Le Hamas, aujourd'hui, fait ce que Téhéran lui dit de faire. Point à la ligne. Leur autonomie est très limitée. Ce sont eux qui ont accompli l'action, mais cette attaque a été décidée parce que Téhéran souhaitait faire dérailler la négociation saoudo-israélienne. Le Hamas n'a pas d'existence autonome. Comment voulez-vous qu'ils aient une existence autonome? Quelles sont leurs ressources, David? Dans la bande de Gaza, 500 km², 2,3 millions de personnes, décrite, on ne peut pas dire prison à ciel ouvert, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment prisonniers, n'est-ce pas, dans les tunnels de Gaza. Mais c'est un endroit où il ne fait pas vraiment bon vivre. Les ressources sont très faibles. Elles viennent de la contrebande et elles viennent essentiellement de ce que l'Iran fait passer comme armes, comme approvisionnement, comme argent et comme mode opératoire. Cette opération est signée par les gardiens de la révolution iranienne. Ce n'est pas eux qui l'ont fait, ce sont les gens du Hamas, les brigades Azedine el-Qassem qui l'ont mise en œuvre. Ça n'a pas été improvisé, vous avez vu les images, la façon dont la barrière a été coupée. Un signe qui va en ce sens, c'est que l'Iran, aujourd'hui, a envie que les choses s'arrêtent là. Il ne va pas y avoir d'escalade. À ce que l'on voit, en tout cas pour l'instant, je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer. Le Hezbollah, qui est lui un supplétif de l'Iran explicite, a envoyé quelques missiles pour marquer sa solidarité avec Gaza, mais il y a une batterie de missiles très importante, des stocks énormes au sud du Liban, et on va donc ne pas voir une opération, on n'a pas vu une opération immédiate, d'accord? Attendez, je vous arrête un moment. L'Iran est le donneur d'ordre. L'Iran ne le dit pas, évidemment, puisqu'il prétend ne n'a rien à voir à faire. Mais ça ne peut pas avoir été fait autrement qu'avec l'instruction, le soutien, l'aide à la préparation iranienne. Et ça signifie que sur une question comme celle des otages, ou celle éventuelle de ce qui peut se passer dans quelques mois ou quelques années, c'est avec l'Iran qu'il faut parler? Ce que l'Iran leur dira de faire. Et il y a déjà eu un signe. Les Iraniens qui commencent à trouver que les choses risquent d'être un peu compliquées, ils ont installé très très haut dans l'opération. Les images qu'on a vues ont été absolument atroces. Même dans le monde arabe, vous avez eu souvent une solidarité avec la Palestine qui a été mise en œuvre. Aujourd'hui, les gens retiennent leur souffle.
On peut être favorable à la cause palestinienne, on peut considérer que Israël est un État sioniste oppresseur. Tout ça fait partie du débat, si vous voulez. Mais là, le pas qui a été franchi dans l'horreur rend les choses très difficiles. Vous trouvez que les réactions de beaucoup de pays arabes ont été relativement tièdes dans le soutien aux Palestiniens sur cette affaire? Il y a eu le soutien à la Palestine face à une attaque israélienne qui tuerait les civils de la bande de Gaza. Ça, c'est tout à fait normal et c'est habituel, ça fait partie de la rhétorique. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que très tôt, vous avez même les autorités iraniennes qui ont pris contact avec l'Arabie saoudite pour établir, pour prendre langue, si vous voulez. Ce qui, à mon sens, indique que aujourd'hui, l'Iran ne tient pas à ce que ça aille beaucoup plus loin, parce qu'ils vont se trouver en première ligne. Et évidemment, négocier avec Hamas, tel que vous posez cette option aujourd'hui, ça semble monstrueux. Comment peut-on négocier avec ceux qui ont fait ces actes? Je ne suis pas convaincu du reste que l'opération n'ait pas été bien au-delà de ce que ses concepteurs souhaitaient. Puisque... Pardon, Gilles Kepel, oui. Vous dites ça semble monstrueux. Ce serait monstrueux? Ce serait hors de propos de négocier avec le Hamas aujourd'hui? Pour la plupart des gens qui nous écoutent... C'est le cas. C'est évidemment le cas. Mais votre réponse à vous? Ma réponse, c'est que le bon niveau de décision n'est pas Hamas, mais c'est Téhéran, comme je viens de vous le dire. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu une facilité déconcertante de on ne sait pas combien, 1000 et quelques personnes qui sont entrées, et qui semblent même avoir été surpris de n'avoir eu aucune résistance. Probablement du fait de la situation en Israël, où, comme on le sait... le gouvernement de M. Netanyahou ayant produit les effets désastreux qu'il a produits, toute l'armée était en train de faire la police en Cisjordanie pour faire plaisir aux alliés d'extrême droite de M. Netanyahou, grâce auxquels il ne va pas en prison. Et moi, j'ai passé déjà la frontière plusieurs fois entre Gaza et le territoire israélien. On passe à travers des corridors de sécurité, il y a un no man's land, c'est déterminé, etc. C'est quelque chose qui était même impensable. La barrière semblait infranchissable. Oui, pour ceux qui allaient, j'imagine qu'ils pensaient qu'ils auraient des morts, qu'ils allaient passer. Ils sont passés comme s'ils traversaient la frontière franco-italienne, si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait surprenant. Et vous voulez dire que la situation politique et le fait que ces forces armées mobilisées en Cisjordanie ne suffit pas à expliquer? Non, ça peut l'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Hamas se retrouve avec une masse d'otages, avec des images qui ont dépassé ce qu'il voulait donner. Montrer qu'Israël était affaibli, qu'il pouvait lui infliger un choc, comme Al-Qaïda aux États-Unis le 11 septembre, si vous voulez. Mais l'excès de succès, si j'ose dire, et l'excès de barbarie, l'horreur des images et tout ce qu'on voit aujourd'hui, fait que c'est difficile à gérer pour le donneur d'ordre. C'est aller trop loin, y compris par rapport à ce que l'Iran souhaitait. Montrer qu'Israël est affaibli, faire tout ça pour faire dérailler la négociation israélo-saoudienne, si vous voulez, ça dépasse la volonté. Et c'est pour cela qu'il me semble que les négociations qui se déroulent aujourd'hui ne sont pas avec le Hamas, elles sont avec Qatar, qui va s'occuper de faire passer des messages, avec Erdogan, plus ou moins, qui semble du coup avoir fait encore une énième volte-face, mais on verra. L'intermédiaire le plus sérieux, pas seulement avec Hamas, parce que la plupart des dirigeants civils du Hamas habitent dans des hôtels au Qatar aujourd'hui. Ils ne sont pas dans la bande de Gaza, il n'y a que les chefs militaires et 2 ou 3 qui ont été libérés des prisons israéliennes. Mais c'est à Qatar que ça se passe, et c'est aussi Qatar qui gère l'essentiel de la relation entre les Arabes du Golfe et l'Iran, si vous voulez. Donc, je pense que c'est là le bon niveau auquel les choses se passent, même si ça n'est pas... Les Iraniens ne vont jamais le dire officiellement. Maintenant... Est-ce que ça peut nous conduire, à être un peu optimiste pour les otages? À avoir en tout cas une fenêtre d'optimisme? Tout dépend de ce qui va être fait en Israël.
Mais Israël n'est plus non plus le seul maître du jeu aujourd'hui. Monsieur Blinken est arrivé en Israël ce matin. Vous avez montré les images. Il y a 2 groupes aéronavals américains au large d'Israël et de la Palestine. 2 porte-avions. À quoi servent-ils? Avec leur groupe aéronaval. C'est pas 2 porte-avions. Ce sont des flottilles qui peuvent tout détruire à peu près aujourd'hui. À quoi servent-ils? Ils servent à, empêcher toute attaque, toute propagation. Quel est le risque? C'est que vous avez un dérapage dans la riposte israélienne à Gaza. C'est-à-dire qu'il y a quantité de gens qui meurent, etc. Donc à ce moment-là, et je parle d'une manière terriblement cynique, à ce moment-là, le discours sur l'horreur des victimes va changer de dimension. Et on va dire, après tout, 2 poids, 2 mesures, il y a eu les victimes israéliennes, certes, c'était pas beau à voir, mais regardez les victimes palestiniennes, c'est pas mieux, ça. Or, et évidemment, ça, les Occidentaux n'en veulent pas. La question, c'est de faire en sorte que la négociation soit prise en charge, aussi bien par les États-Unis que par les leaders occidentaux, avec le relais des pays arabes, notamment du Golfe, ce qui pèse, l'Arabie saoudite, qui est la superpuissance de la région, le Qatar, qui a les relations privilégiées avec l'Iran, et que cela permette d'éviter que la force brute, exclusivement, soit mise en œuvre à Gaza, parce que comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas le gars de Gaza à Hamas, c'est pas le gars de Hamas à Gaza qui prend les décisions. Au mieux, elles sont téléphonées par ceux qui sont dans les hôtels de Qatar, et ceux-là sont en ligne avec l'autre côté du Golfe Persique. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est ça le véritable enjeu. C'est ça l'enjeu, et notamment pour ces 2 porte-avions. Maintenant, sur la question d'origine, sur les otages. Oui, justement, c'est bien là le problème. C'est que M. Netanyahou, lui, a besoin de se refaire une légitimité. Il y a 50 ans exactement, en octobre 1973, puisque, comme vous l'avez remarqué, cette offensive a eu lieu presque jour pour jour, 50 ans après la guerre dite du Kippour ou du Ramadan, qui avait pour but de rétablir la légitimité des régimes arabes après la défaite de la guerre des 6 jours de 1967. Donc, Benjamin Netanyahou a besoin de se refaire... Non, mais je vous rappelle ça, non pas seulement pour faire de l'histoire, mais parce que les dirigeants israéliens de l'époque, qui avaient été pris au dépourvu, ensuite ont payé très cher politiquement ce prix. Golda Meir a disparu. Le parti travailliste est devenu résiduel. C'est arrivé à d'autres partis socialistes dans l'histoire, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Et il est évident que Netanyahou va devoir payer un prix gigantesque. Et dans quelle mesure est-ce qu'on lui laisse la bride sur le cou? Je ne pense pas que ça va être le cas, parce qu'il a été contraint de faire un gouvernement de coalition, et c'est le général Gantz qui est devenu son alter ego. Le général Gantz, c'est pas comme Netanyahou, un politicien farfelu, c'est quelqu'un qui a été le chef d'état-major et qui sait ce que c'est qu'une opération militaire. Oui, il a les pieds sur terre. Et donc... Tout dépend de cette variable-là. Oui, et aussi de la capacité qu'ont les grandes puissances aujourd'hui d'à la fois empêcher l'extension du conflit dans la région, qui serait une catastrophe sans nom. Je vous rappelle que la différence entre 1973 et aujourd'hui, qu'à l'époque, on avait un monde organisé selon des systèmes d'alliances. Le bloc soviétique, le bloc de l'OTAN, etc. Aujourd'hui, on a un univers qui est complètement fracturé, où chacun fait des transactions avec les autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un dérapage dans une situation comme celle-ci peut avoir des répercussions parce qu'il y a une fracture en Ukraine, celle avec la Chine, etc. Et donc, c'est là qu'on est aujourd'hui focalisé, si vous voulez, au carrefour. Et alors, c'est toute la perspective est là. Peut-être question-réaction. Sophia, je vous vois réagir. Non, je ne partage pas du tout cette opinion. Certes, l'Iran des mollahs est un... Vous êtes sûr que c'est une opinion? Oui, je pense. J'en suis même certaine. Et vécu sur le terrain, parce que c'est une région que j'ai couverte. Vous pensez que le Hamas a une autonomie? Oui, tout à fait. Elle a une marge de manœuvre. Moi aussi, chère madame, depuis sans doute plus longtemps que vous. Le régime de Téhéran a évidemment ses affidés qui sont aux ordres de Téhéran. Ça, c'est vrai en Syrie, c'est vrai en Irak, c'est vrai au Liban avec le Hezbollah,
Et là, il y a une frontière, on s'arrête. Pas seulement à cause du fait qu'eux appartiennent au sunnisme, alors que les autres sont chiites, c'est une confession, c'est une frange de l'islam, mais parce que les Palestiniens n'ont pas attendu, même pas la création du régime de Mollah pour se battre. Les Palestiniens se battent depuis que l'État d'Israël existe. Il ne faut pas l'oublier. Ça va faire 75 ans, 76 ans. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Hamas n'a pas besoin de l'Iran pour se financer. Il a la crypto-monnaie, vous avez entendu parler de ce scandale où à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars, il aurait financé cette opération. Deuxièmement, il a les salaires du Qatar avec la bénédiction de Netanyahou. Tout ça pour vous dire qu'au final, pour répondre à votre question, faut-il négocier avec le Hamas? Moi, je pense que non. Et si le Hamas aujourd'hui a fait ce qu'il a fait, a l'argent qu'il a, c'est parce que Netanyahou a compté sur la division géographique et sociale du peuple palestinien entre Gaza et la Cisjordanie occupée, il faut le rappeler, pour discréditer l'OLP, discréditer l'autorité palestinienne qui certes a le défaut d'avoir été impliquée dans des affaires de corruption, etc. Il faut négocier avec des Palestiniens comme ceux que nous avions du temps d'Arafat pour enfin arriver à une paix et à la... Est-ce qu'ils existent encore? Il y en aura d'autres. Les Palestiniens ne vont pas mourir demain, ils sont 6 millions. Bon, voilà. On va pas s'embarquer dans la querelle, l'autonomie du Hamas. Non, non, je suis d'accord avec ce que vous avez dit à la fin, à savoir que Israël a passé son temps à diviser les Palestiniens et à marginaliser l'OLP. Moi-même, quand j'étais en Égypte dans les années 80, le chargé d'affaires israélien en Égypte, que j'avais rencontré par hasard dans le Sina, m'avait expliqué que les frères musulmans sont des gens formidables, on va s'appuyer sur eux. Exactement. Donc ça, c'est un fait. Que le Qatar ait payé les salaires avec des valises de cash apportées dans les avions, le Hamas, c'est tout à fait d'accord. Mais ça n'est évidemment pas le Qatar qui a monté cette opération. Ça n'est pas, le peuple palestinien existe, n'a pas eu besoin du Hamas, tout à fait d'accord avec vous. Mais il ne s'agit pas de ça, madame, ici. Il s'agit de l'opération qui a été montée. Voilà. Il s'agit de on ne va pas faire le débat sur l'autonomie du Hamas. Mais non, mais je voudrais juste dire une chose aussi, qui je crois est une erreur de votre part. Vous dites ce sont des sunnites et les autres sont des chiites. Le Hezbollah est un supplétif. Les Hamas, parce qu'ils sont palestiniens, sont indépendants. Non, je disais justement que la frontière n'était pas confessionnelle, justement. Il n'y a plus de leadership islamiste ou djihadiste sunnite aujourd'hui. Daesh a été ratatiné, Al-Qaïda a été détruit. Les frères musulmans sont dans les choux, puisque le Qatar s'est réconcilié avec l'Arabie Saoudite. Du coup, l'Iran tente de prendre la place. Et Erdogan même les a virés de Turquie. Simplement d'un mot. Ce sont aujourd'hui les dirigeants politiques chiites, c'est l'islam politique chiite de Téhéran qui a les moyens précisément pour reprendre une hégémonie sur l'islam mondial, ce qui est l'objectif des chiites, d'utiliser Hamas. Hamas a perdu son autonomie, qu'il en ait eu autrefois, certainement. Je les ai rencontrés plusieurs fois, les dirigeants du Hamas. J'en connais un certain nombre. Ça n'est plus du tout ce qu'on avait vu avec le Hamas il y a quelques années. Il y a eu un changement massif. Jean. C'est intéressant à propos de Netanyahou. Là, je prends le côté israélien. Effectivement, je crois que le fait que les Américains soient sur place avec 2 groupes aéronavals, c'est un message très fort. C'est-à-dire, c'est nous qui allons gérer maintenant la situation. Et surtout, je crois qu'il y a un élément que vous n'avez pas précisé, c'est que là, aujourd'hui, il y a un gouvernement d'union nationale qui a été mis en place. Netanyahou n'est plus seul. Donc, est-ce que ça peut changer la donne ? Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire j'ai précisément expliqué que le général Gantz était venu là et que lui est un type sérieux. Alors, voilà. En termes, il sait ce que c'est que l'armée, il sait ce que c'est qu'une opération militaire à Gaza. On a l'impression que du côté de M. Netanyahou, c'est pas vraiment sa spécialité, si j'ose dire. Bon. Général. Non, juste un point, puisqu'on parlait du court terme et de la négociation, et avec qui on peut négocier, en particulier pour le problème des otages, j'en reviens toujours, il faut négocier avec tous ceux qu'on peut rencontrer. Que ce soit, y compris le Hamas. Y compris le Hamas, si on... Pour autant qu'il ait une autonomie. Non, mais bien sûr, parce qu'il y a un aspect stratégique et il y a probablement des aspects tactiques qu'il va falloir régler. En revanche, ce qui est très intéressant... Pardon, vous comprenez l'interrogation, Dominique, c'est... Après ce que le Hamas vient de faire, et sachant ce qu'il écrit dans ses statuts... Non, mais j'entends bien. Mais
imaginez, et ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, puisque la surprise qui a été donnée, c'est qu'il n'y avait pas tellement de capteurs au sein du Hamas. Donc des gens qui étaient capables de dire « chef, on va attaquer des capteurs israéliens au sein du Hamas ». Mais imaginez qu'il y ait 1 ou 2 capteurs qui, d'un seul coup, se réveillent, qui ont des otages et qui se disent « oh là là, ça va chauffer », ils sont très bien capables de sortir du lot, au Liban, on a vu ça fréquemment, sortir du lot et de dire « moi, je vous libère les 4 otages que j'ai avec, à condition que vous me donniez le passeport et que je passe vers l'Égypte ». Vous voyez ? Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les négociations, il faut tout tenter. Tout tenter. Le deuxième point, la présence des 2 porte-avions, effectivement très intéressante pour empêcher que qui est l'expansion régionale du conflit. L'expansion du conflit.